a organisé les élections. Comme vous le savez, celles-ci se sont avérées de l'avis de tous les observateurs qualifiés, mais aussi, ne l'oublions pas, de celui de l'immense majorité des Ivoiriennes et des Ivoiriens, quelles que soient leurs appartenances ethniques ou politiques, parfaitement conformes aux exigences les plus sévères de la démocratie. Pour faire vite, disons que les fichiers électoraux ont été validés, la sélection des candidats inclusive, le taux de participation des électeurs élevé à 81%, le dépouillement et le décompte des voix transparents et la proclamation des résultats du premier tour sereinement acceptés par tous, sans exclusion. Comment se fait-il, dès lors, que juste quelques jours après, qu'il en ait été autrement lors de la proclamation des résultats du second tour, alors que les mêmes procédures et les mêmes acteurs étaient en place? Il n'y a qu'une explication possible, c'est que le président sortant n'a pas accepté sa défaite et s'est arrogé de façon arbitraire et unilatérale le droit de refuser de se soumettre au verdict des urnes. Il n'y a pas à tergiverser. Ne confondons pas, chers collègues, le feu et la fumée. Et reconnaissons que l'ancien président est le seul responsable de la crise post-électorale et de ses dramatiques conséquences pour la population, et notamment pour les Ivoiriens et les Ivoiriennes, les étrangers les plus vulnérables et les plus démunis. Tout cela, chacun le sait pertinemment, et c'est pourquoi on ne peut que s'interroger et s'inquiéter du soutien que l'ancien président a pu recevoir de la part de ses militants dessus, ce qui peut se concevoir, mais également de la part d'une certaine presse, de certaines chancelleries et de certains Africains au nom d'un pseudo-panafricanisme. Par quelle distorsion de la vérité historique a-t-on pu accepter de considérer qu'un régime qui entend expulser de son sol tous les étrangers peut se targuer d'appartenir au courant libérateur du panafricanisme? Sont-ils panafricanistes, ces Ivoiriens qui ont massacré le Burkinabé, le Malien, le Nigérien, pour la simple et bonne raison qu'ils étaient Burkinabés, Maliens et Nigériens? Qu'est donc devenu le rêve d'une Afrique sans entrave et sans frontières? Qu'est devenu cet esprit d'unité et de solidarité censé être à la base de notre africanité? À l'opposé de ces dérives aux détestables relents xénophobes, je continue à croire que nous, Africains, nous sommes capables de donner un corps à ce rêve d'union et de donner une âme à cet élan de solidarité qui nous est si naturel, qu'il n'est de blessures que subissent l'un de nos frères qui ne nous affecte et nous interpelle. Chers collègues, ma conception, je dirais même ma conviction, c'est que l'Afrique a un brillant avenir devant elle, mais à la stricte condition que chacun des États et chacun des citoyens, vous y compris, moi y compris, qui composent le paysage complexe et contracté, s'efforce d'apporter sa propre contribution à la construction de notre continent. Et cela ne peut se faire sans exercice suffisant de la pensée autocritique. Vumbi Yoka Mudimbe, un de vos compatriotes, philosophe, nous invite à juste titre à pratiquer ce qu'il a appelé la double excommunication, c'est-à-dire la critique de nous-mêmes, en même temps que celle des autres. Or, y a-t-il meilleur régime politique pour la pensée critique que la démocratie? L'expérience des crises ivoiriennes, comme je viens de le dire tantôt, et africaine au sens large, nous apprend clairement que l'urgence de notre temps, ce n'est ni la haine ni la vengeance, mais la démocratie. Contrairement à ce que certains croient, la démocratie ne s'importe pas. Elle émerge de la force morale du compromis entre filles et fils du même pays. La démocratie est la fille aînée du dialogue direct entre pouvoir et opposition. Voilà pourquoi il n'y a pas au monde deux démocraties identiques, car chacune doit exprimer le désir d'élévation partagée humblement,
par tous les acteurs conscients d'une société donnée. Approprions-nous donc la démocratie sans honte ni prétention. C'est l'affaire même de notre avenir qui est en jeu. Cette forme de régime politique, la moins pire d'entre toutes, quand on regarde l'histoire, a l'avantage d'organiser entre les partis en concurrence, dans une société donnée, une concurrence pacifique en vue de la cession au pouvoir, de la gestion du pouvoir, de la transmission du pouvoir. La démocratie économise les vies humaines, émancipe et intègre les dominés, stimule l'inventivité des hommes et accompagne leur bien-être harmonieux. La loi juste, incarnée par la Constitution démocratique, qui doit être un manifeste d'inclusion, de tolérance, de fraternité, d'égalité et de liberté, cette loi donc, dis-je, devient l'arbitre des intérêts particuliers et la gardienne de l'intérêt général. Je dis bien l'intérêt général. Personnellement, la crise ivoirienne m'a convaincu que l'émergence durable d'un grand pays de nos jours passe nécessairement par l'émergence de la démocratie. Or, ce théorème, chers collègues, n'est-il pas vrai pour tous nos pays africains? N'est-ce pas dans l'unité autour des lois justes, sans exclusion ni chauvinisme, dans un désir commun des pouvoirs en place et leurs oppositions républicaines d'aller vers l'émergence, qui fait la force des grandes nations humanistes contemporaines? Nous, Africains, avons besoin de trouver le bon chemin pour aller vers la citoyenneté, sans rester prisonniers de certains effets pervers de nos tribus. Cela ne passe-t-il pas par l'esprit d'unité, qui ne signifie pas forcément l'unanimité, mais suggère plutôt la convergence de tous vers l'essentiel, c'est-à-dire le vivre ensemble harmonieux des femmes, des hommes et des enfants d'un même pays. L'unité de la nation passe encore pour une fiction dans bien des esprits en Afrique, non pas simplement parce que la nation nous a été imposée souvent de l'extérieur, mais aussi parce que nous pensons trop souvent la nation à partir de nos particularismes. L'Africain, je suis convaincu, doit penser en citoyen pour être à la hauteur des défis planétaires qui le tutoient. Or, vous conviendrez avec moi que qui dit citoyenneté dit bien entendu démocratie. C'est donc la démocratie qui sauvera la Côte d'Ivoire, tout comme c'est la démocratie pratiquée comme art royal du compromis fécond qui élèvera le Congo au firmament de ses espérances légitimes d'exemplarité. Bien, rien, je dis, mes chers frères et sœurs, n'est impossible aux enfants d'un pays qui s'asseyent et discutent intelligemment et fraternellement de son avenir, sans esprit de roublardise ni de tromperie. Voilà, chers collègues, ce que ma modeste expérience me suggère de proposer à tous les acteurs de ce pays de référence, afin que la politique congolaise rejoigne la musique congolaise dans une de ces rumbas merveilleuses. Je disais, je propose, afin que la politique congolaise rejoigne la musique congolaise dans une de ces rumbas merveilleuses dont seuls les Congolais ont le secret. Tel est mon souhait le plus profond. Excellence, Monsieur le Président, honorables, chers collègues députés, la puissance politique dans ce monde est d'abord l'affaire des États-continents bien structurés et intégrés par une architecture politique efficace. La Chine, vous le savez, s'élève aujourd'hui dans l'économie mondiale du fond de ses plus de 9 millions de kilomètres carrés. Les États-Unis ont bâti leur prospérité sur près de 10 millions de kilomètres carrés. La démocratie brésilienne s'élève sur près de 8 millions de kilomètres carrés de terres prodigieuses. L'Inde, que l'on présente en raison de son milliard d'habitants comme la plus grande démocratie au monde, se dresse sur plus de 3 millions de kilomètres carrés de terre. Le Congo, notre grand Congo, n'est pas à montrer d'un doigt. C'est le plus grand
des éléphants étatiques de notre continent, avec plus de 2 millions de kilomètres carrés, riche de tout ce que Dieu et la nature ont voulu céder aux hommes. N'est-ce pas la démocratie toujours plus forte, unifiante, encore et encore, unifiant encore et encore les filles et fils de cette terre africaine qui mettra en branle le potentiel naturel, social, culturel, économique et spirituel de l'État continent? Je vous le dis, comme la Chine, quand le Congo s'éveillera de toutes les forces et de tous les génies que la Providence et la nature lui ont aussi généreusement offert, l'Afrique s'élèvera à partir de son puissant moteur congolais au diapason L'Afrique, j'en suis convaincu, s'élèvera à partir de son puissant moteur congolais au diapason de la responsabilité planétaire de l'humanité. L'Afrique souhaite que son État-continent, ce providentiel Congo, que les lettres de Lumumba tracèrent avec élégance, s'enracinent dans ses valeurs et donnent, tel le majestueux fleuve qui unit cette ville à Brazzaville, toute la mesure de sa puissance. L'Afrique vous attend, l'Afrique attend le Congo, parce que le Congo est l'Afrique en majesté, promesse d'autosuffisance et de respectabilité dans le concert des nations, promesse de dignité retrouvée dans les capacités des lois justes, de protéger les hommes et de favoriser les œuvres bienfaisantes du commerce parmi les nations policées à travers l'histoire. L'Afrique, continent originaire de l'homme, a besoin d'être porté et sublimé par l'exemplarité de son État le plus continental, le Congo, pour replacer l'humanité africaine à la place exemplaire que son rang requiert. Il y a dans ce pays de quoi à opérer la révolution industrielle, la révolution agricole, la révolution démocratique, la révolution écologique et la révolution géostratégique de notre continent tout entier. Excellences, Monsieur le Président, honorables collègues députés, me voici parvenu au dernier vœu de mon discours. Ne nous contentons pas de révéler la paille dans l'œil de nos voisins quand nous avons une poutre dans le nôtre. Aussi, le champ d'application de cette exigence d'unité et de solidarité qui nous concerne, c'est celui de la coopération interparlementaire. Je n'en connais pas tous les arcanes, mais ce que je sais en revanche, c'est que votre Parlement y est directement impliqué et c'est pourquoi je compte beaucoup sur votre expérience et sur votre expertise pour nous enseigner. Sachez que, concrètement, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire n'est pas seulement disposée à entretenir des relations formelles avec son institution sœur congolaise, mais également résolue à les renforcer et à les diversifier. Nous pensons en effet que les perspectives ouvertes par une coopération sud-sud ne concernent pas seulement nos exécutifs nationaux ou nos échanges économiques et commerciaux, mais également les relations qui doivent exister entre nos instances législatives respectives. Quel meilleur outil de rapprochement peut-il exister entre deux peuples que par la médiation de ces parlementaires qui sont eux-mêmes l'expression directe des populations vivantes qui le représentent. C'est pourquoi je me réjouis que nous ayons pu envisager dans le cadre de cette visite la mise en place prochaine d'un groupe parlementaire d'amitié ivoiro-congolais. Vous pouvez, chers collègues, compter sur l'engagement entier de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour réaliser cet objectif commun. En vous remerciant une nouvelle fois, Monsieur le Président, chers amis et chers frères, j'ai découvert hier qu'il avait été élu le 12 avril 2012. Moi, j'ai été élu le 12 mars 2012, donc je suis son doyen d'un mois. Chers cadets,
Il est mon aîné en âge, mais je suis son doyen dans la fonction alors. Chers cadets, en vous remerciant une nouvelle fois pour la chaleur de l'accueil que vous avez bien voulu nous réserver à la délégation que j'ai l'honneur de conduire et à moi-même, je vous souhaite la meilleure réussite pour vos travaux au cours de la présente législature et pour un meilleur devenir de votre nation et de l'amitié indéfectible entre les peuples congolais et ivoiriens. Je vous remercie. Vive le Congo, vive la Côte d'Ivoire. C'est bon. Félicitations, c'est un grand concours. Je vais donner l'ordre de sortie.